Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre pétillante Ombline. Bonjour Ombline, comment allez-vous ? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors pendant cette heure, nous partageons nos expériences de vie, vos témoignages sur des sujets qui nous concernent tous. Votre vécu nous intéresse. Il y a des relations fondatrices pour chacun d'entre nous. Celle d'un père avec sa fille en fait partie. C'est le premier regard d'un homme, un amour essentiel pour se construire. Ce sont des relations particulières qui évoluent avec le temps. Si certaines filles se disent véritables filles à papa, d'autres entretiennent des relations plus compliquées. Il arrive aussi que ce père ne soit qu'un géniteur, une figure qui n'a pas compté. Quoi qu'il en soit, ces relations nous construisent et ont des conséquences sur notre vie. Alors, en quoi cette relation père-fille est-elle si spéciale ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous vous attendons nombreux, nous attendons vos témoignages, vos histoires et nous sommes là pour vous écouter. Et pour nous appeler, le 3921, le standard d'Europe 1 est ouvert. 3921, 50 centimes la minute. Vous nous laissez un message sur Twitter également avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Émilie. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Émilie, d'où nous appelez-vous ? Bonjour. Bonjour Olivier, j'appelle de Meuse, à côté de Bar-le-Duc. Quel âge avez-vous, Émilie ? J'ai 36 ans. 36 ans. Alors, votre papa, votre père, à vous, est décédé lorsque vous aviez 10 ans et il a toujours une place très forte, très importante dans votre vie aujourd'hui. Et explique-moi de quelle façon. Alors, en fait, mon papa est décédé quand j'avais 10 ans et bien que je lui en ai voulu de nous avoir quelque part abandonnés, puisque c'était un suicide, j'ai toujours fait en sorte d'être la fille qu'il aurait toujours voulu avoir. Enfin, dans mon esprit, celle qu'il aurait imaginé avoir comme fille plus tard. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai tenté de réussir mes études, que j'ai plutôt bien réussi. Oui. J'ai tenté de continuer à être présente pour mes frères et sœurs au quotidien, donc d'être vraiment en fait un substitut parental. Mmh. Et puis d'élever mes enfants comme s'il avait été leur grand-père, donc de la façon de ce qu'il m'a enseigné. Alors, en revenant dans votre petite enfance, de quelle manière cette relation vous a-t-elle construite dans les années qui ont suivi le départ de votre père ? Alors, j'ai le souvenir d'un père très aimant, qui était peu là puisqu'il était chauffeur routier, mais qui savait donner de son temps quand il était là. Je me souviens quelque chose d'assez bête finalement, mais il nous prenait sur ses genoux pour regarder grand reportage le dimanche à la première. Et voilà, c'était un père qui faisait office d'autorité, mais qui savait aussi rire, qui savait jouer avec ses enfants. Il était très très proche de mon frère. Ils allaient à la pêche tous les deux. Et c'est vraiment l'image d'un père que je voulais pour mes enfants. Et finalement, en plus, je l'ai. Et je suis mariée aussi à un chauffeur routier. Vous parlez d'un départ précipité, puisque c'est un départ dans un suicide. Est-ce qu'il vous est arrivé d'en vouloir à ce père et est-ce que cela a eu un impact aussi dans votre construction ? Alors oui, j'en ai voulu pendant pas mal de temps en me disant mais pourquoi il nous a abandonnés, puisque quelque part c'était un abandon. Et me dire que finalement j'allais être plus forte que ça, que j'allais pas me laisser aller et que au contraire si c'était quelque chose pour on va dire nous endurcir, que j'allais être encore plus dure et que j'allais encore plus fortement dépasser tout ça. Et est-ce que ça a été le cas ? Vous vous êtes senti renforcée ? Oui. Vous avez gardé votre nom de jeune fille, je crois. Alors en fait j'utilise tout le temps les deux puisque ma messagerie par exemple est à mon nom de jeune fille. En fait j'utilise tout le temps à la fois mon nom d'épouse et mon nom de jeune fille. Alors, est-ce que, en fait, vous m'avez parlé de l'éducation que vous donniez à vos enfants aujourd'hui. Est-ce que vous voyez d'autres répercussions dans votre vie de femme dues à ce manque et dues à cette absence de père ? Alors, en fait, pour moi, du coup, c'est pas un manque, c'est limite une chance. Parce que, je ne ressens pas du tout le manque. Il n'y a pas eu de manque à aucun moment. Oui. C'est pas une absence, c'est une présence, mais au lieu d'être dans le réel, c'est dans l'imaginaire.
D'accord. Et mes enfants aujourd'hui ont un grand-père imaginaire, ils savent qui il est, ils savent à quoi il ressemble. Et puis en plus, ils ont la chance aussi, mon frère qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, tant sur le plan physique que psychologique, ont vraiment en fait l'image de ce qu'il aurait pu être s'il avait été là. Et est-ce que cela a renforcé votre demande d'épouse par rapport au rôle de votre mari vis-à-vis de vos enfants aujourd'hui ? Complètement. Oui, complètement. J'ai tellement idéalisé en fait ce que pourrait être un père pour mes enfants, avec en plus ce que j'ai connu quand j'étais dans la petite enfance, que j'ai demandé exactement la même chose à mon mari. Oui. Et j'ai la chance en fait qu'il ait même dépassé mes attentes. Bon, on vous sent quand même avoir tiré beaucoup d'enseignements et vous êtes construite de manière plutôt solide par rapport au départ de ce père, de cette absence. Merci beaucoup, Émilie, pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Johanna, qui a eu une relation difficile avec son père. Et on a un message de Catherine sur Facebook qui répond un petit peu à Émilie. Elle dit « J'ai l'habitude de dire que mon père était la personne qui m'aimait le plus d'un amour inconditionnel. S'il avait fallu, il m'aurait aidé à cacher un cadavre, dit-elle. Il est décédé. » Et Catherine ajoute qu'elle parle du coup beaucoup de lui à ses enfants. Europe 1. Complice ou absent, quel est le rôle d'un père dans la construction de sa fille ? Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Appelez-nous le 39 21. À tout de suite. Entre 15h et 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix. 39 21 pour nous appeler. Écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas, nous parlons aujourd'hui des relations entre un père et sa fille. Et nous avons eu Émilie au 39 21 qui nous expliquait que malgré le décès de son père, lorsqu'elle était jeune, elle s'était construite autour de lui et autour du souvenir qu'elle en avait. Et nous sommes maintenant avec Johanna. Bonjour Johanna, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Quel âge avez-vous, Johanna ? J'ai 34 ans. 34 ans. Oui. Vos parents ont divorcé lorsque vous aviez 10 ans. Ça a été difficile de vivre pour vous cet épisode et vous avez été très en colère après votre père. Oui. Pourquoi ? Que s'est-il passé pour que vous ayez eu cette colère ? En fait, j'étais partie en classe de neige avec ma mère, en sortie scolaire, et mon père a fait venir sa maîtresse dans notre maison, alors qu'il y avait mes deux frères qui dormaient au premier étage. Et du coup, quand notre mère nous a annoncé qu'il divorçait, j'ai entendu qu'il y avait eu cette histoire qui s'était passée. Du coup, je lui en ai voulu, j'ai plus voulu le voir pendant un petit moment, quoi. Cette histoire, vous l'avez appris de la bouche de vos frères ou En fait, ma mère voulait pas nous dire pourquoi ils se séparaient, et moi j'avais entendu une discussion qu'elle avait avec une amie à elle, et ensuite j'ai eu confirmation que c'était bien ça qui s'était passé. Vous vous êtes senti trahi, blessé ? Oui. Mais trahi et blessé parce qu'il y avait eu une trahison et puis un non-respect de votre père pour amener sa maîtresse chez lui, dans la maison familiale. Cela avait un rapport direct avec cela par rapport à votre mère ou directement avec vous ? Il y a eu aussi, par rapport à notre mère, puis les conséquences que ça a eu sur notre famille et sur mes frères. Voilà. C'est vraiment les conséquences de son attitude que j'arrivais pas à comprendre. Voilà. Je me disais, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi maintenant il est plus là ? Pourquoi ? Voilà. Plein de questions, en fait, sans réponse. Vous parlez de conséquences sur vos frères. Quelles sont-elles, ces conséquences ? Le truc, c'est que du jour au lendemain, notre père nous a plus donné de nouvelles pendant presque 6 mois quand on était tout petits. On n'a pas compris pourquoi. Oui. Et c'est vrai qu'eux ont eu beaucoup plus de mal à se construire que moi, parce qu'ils n'avaient pas leur père auprès d'eux. Exactement. Vous avez coupé les ponts ensuite, ça a été assez violent. C'était une décision de votre fait à la famille qui est restée dans la maison ou ça s'est fait naturellement entre votre père et votre maman ? J'ai pas bien compris. Ça a été une décision commune de couper les ponts entre vous ? Non, c'est moi qui ai décidé. Mes frères y allaient au début. C'est moi qui ai vraiment voulu. J'ai toujours eu quand même un caractère très fort. Je suis quelqu'un de conviction et là je lui en voulais tellement que j'avais pas envie de le voir. Alors vous dites que cela a eu un impact sur vos relations avec les hommes lorsque vous étiez adolescente. Racontez-moi de quel impact il s'agit. J'ai eu du mal à me construire en tant que jeune femme parce que je j'avais pas du tout confiance du coup en la gente masculine. Je pensais que c'était tous des menteurs, tous des trompeurs et du coup j'ai eu des relations avec des petits copains bizarrement qui m'ont tous menti, qui m'ont tous trompé jusqu'à ce que je rencontre le bon avec qui je me suis mariée que j'ai rencontré il y a 10 ans, mais voilà, j'ai eu des relations amoureuses très
très passionnelle, très forte et très un peu destructrice aussi. Voilà, j'ai pas eu des histoires simples, on va dire. Des histoires chaotiques. Cela a créé des failles en vous et qui ont fait de vous une femme fragile aux yeux de ses compagnons. Non, au contraire, j'étais très forte heureusement et vu que je pense qu'à travers eux, j'en voulais aussi à mon père, j'étais très dure. Donc heureusement, je me laissais pas faire et du coup, c'est pour ça qu'il y avait souvent disputes ou conflits ou affrontements. Mais non, c'est quelque chose qui m'a vraiment rendue très forte, même peut-être trop, des fois, dans mon comportement et dans ma vie maintenant d'adulte. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que lorsque vous parlez de trop forte et trop parfois, est-ce que ça a entraîné des relations violentes parfois avec certains hommes? Violentes, avec un oui. Oui. Avec un oui. Et c'était les conséquences de tout ça? Ouais, c'était parce que je pense que je peux l'analyser que maintenant. Hein, sur le coup, bien sûr, je m'en rendais pas compte, mais je pense qu'à travers les garçons que j'ai rencontrés, j'affrontais mon père en fait. Je réglais mes comptes avec eux, vu que je l'avais pas pour le faire. Vous étiez trop endurci à votre avis? Oui. Vous arriviez quand même à faire confiance aux hommes? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout, non. Non. Pas du tout. Votre père est décédé en 2014, sans que vous ayez pu discuter de votre relation. Oui. Comment le vivez-vous aujourd'hui avec le temps qui a passé, le fait de ne pas avoir réglé vos comptes? Parce que je sens que tout n'est pas réglé. Je pense que je sais pas, peut-être qu'il avait pas envie d'affronter certaines choses, ou d'affronter mon regard, ou de devoir se justifier. C'est lui qui en a décidé ainsi? Vous avez cherché la relation? Fois, j'ai essayé de le rappeler, oui. Ouais. Une fois, j'ai essayé, et il m'a dit, quand je sors de l'hôpital, je te rappelle, parce qu'il était gravement malade, et il m'a jamais rappelé. Ouais. Et vous l'avez vécu comment, ce refus? Je sais pas trop. Comme une fuite? Je sais pas. Ouais, encore. C'en était sans doute une. Johanna, restez avec nous en ligne. Je dis que c'en était sans doute une fuite avec toute la difficulté pour des hommes qui, eux aussi, nourrissent une grande culpabilité lorsqu'ils quittent le foyer familial. Et je suppose que tout ça n'a pas été facile pour lui non plus. Vous restez en tout cas en ligne avec nous, Johanna. Nous serons dans quelques instants avec Didier Leroux, qui est psychiatre et qui a écrit un livre sur la relation père-fille. Il y a Anne qui témoigne via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, un témoignage qui répond à celui de Johanna finalement. Elle dit « J'avais 10 ans quand mes parents ont divorcé, j'ai eu l'impression qu'ils ne m'aimaient plus. Un conflit s'est donc installé, nous ne nous sommes pas vus pendant plus de 20 ans. Anne raconte que ce n'est que depuis la naissance de son deuxième enfant, sa fille, qu'ils se revoient. Tout n'est que gâchis, dit-elle. Elle a un père, mais ne fait pas partie de sa famille, ne fait pas partie de sa vie. Il lui octroie que des parenthèses et un père est pourtant tellement important dans la vie d'une fille. » Europe 1. Vous témoignez au 39 21, 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle des relations père-fille. Vous pouvez aussi nous écrire Facebook ou Twitter, #Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons avec vous des relations père-fille, complices, fusionnelles ou conflictuelles. Venez témoigner et partager avec nous votre expérience sur Europe 1. On vous attend au 39 21. Et nous étions avec Johanna il y a quelques instants, que nous allons rejoindre bientôt, puisqu'elle est toujours en ligne. Et nous sommes maintenant en ligne avec Didier Leroux, psychiatre et auteur du livre Père-fille, une histoire de regard. Bonjour Didier. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Alors, ce regard d'un père sur sa fille, sa présence, est-ce indispensable pour qu'elle se construise en tant que femme ? Oui, tout à fait. Alors, il y a un double aspect, c'est à la fois en tant que femme, c'est-à-dire pour une vie de femme, une vie amoureuse et sexuelle épanouie, et puis d'un autre côté, c'est aussi tout ce qui est le versant social et, disons, intellectuel, c'est-à-dire qu'elle puisse se réaliser dans une profession, faire les études qui lui plaisent, etc. Enfin, il y a les deux niveaux, quoi. On a l'impression, en traitant ce sujet aujourd'hui, que on peut se poser la question, en tout cas certains auditeurs se la posent, pourquoi cette relation père-fille est-elle si importante ? Parce qu'elle est inscrite vraiment très profondément dans le psychisme de chacun. C'est comme ça qu'on se construit aussi. C'est-à-dire que toutes les petites filles rêvent que d'une chose, c'est d'être aimées par leur père et d'être même, pour certaines, l'unique objet d'amour de leur père, y compris en voulant mettre à l'écart la mère, qui devient la gêneuse à certains moments, dans une espèce de rivalité, quoi. C'est à partir de ce moment-là que tout devient sûrement plus important. Alors, qu'est-ce qui différencie une relation père-fille d'une relation père-fils ? Alors, je vais essayer d'aller vite, mais si vous voulez, les filles ne sont pas construites comme les garçons. Au début, la fille, comme le garçon, s'attache beaucoup à sa mère.
et a envie d'être le préféré, l'unique et avoir tout l'amour de la mère. Et puis au bout d'un moment, la fille, elle, s'arrête de réclamer tout cela à sa mère parce que comme elle veut aussi un enfant du père, elle s'aperçoit que c'est pas elle commence à savoir que c'est pas le papa, c'est pas la maman qui fait les bébés, c'est le papa qui met la petite graine, vous voyez. D'accord. Ce qu'on leur explique à cet âge-là. Alors, à partir de là, elle se tourne vers le père et elle lui demande la même chose, c'est un amour absolu et aussi, bien sûr, un enfant, puisque c'est normalement avec lui qu'on le fait. Sauf que c'est pas possible non plus, donc d'où une déception, d'où un écart entre la demande d'amour énorme et l'amour usuel, normal, etc., avec quelques différences près, que le père va lui donner. Et en fonction de la nature de cet écart, chacun va être plus ou moins épanoui dans sa vie amoureuse ou dans sa vie sociale et relationnelle. Et en fonction donc de ce passage bien particulier dont vous parlez, est-ce là que la relation est la plus compliquée à construire ? Oui, c'est-à-dire que à partir de là, si vous voulez, il y a différents types de pères. Là, le premier témoignage, c'était plutôt un père aimant, bienveillant, jouant avec ses enfants, etc. Dans le deuxième cas, c'était un père qui n'a pas été très très délicat et s'en est suivi une rancœur effectivement très importante et que à ce moment-là, du fait de cette rancœur, on voit bien, et l'auditrice a bien témoigné de cela, c'est-à-dire combien cette rancœur s'est retournée non seulement, bien sûr, vis-à-vis du père, mais aussi vis-à-vis de tous les hommes au départ, quels qu'ils soient. Complètement. Et que ça entraîne une espèce de répétition, faute d'avoir pu, je dirais, en temps utile, avoir essayé d'élaborer quelque chose, et d'essayer d'avoir travaillé, et d'essayer d'avoir dialogué avec le père, mais qui manifestement voulait pas en savoir grand-chose, quoi. Et alors comment faire pour ne pas répéter le schéma, justement ? Alors ça c'est aussi toute une affaire, c'est tout à fait des histoires individuelles. Moi dans ma pratique de psychanalyste, c'est ce que j'entends au quotidien, c'est-à-dire que en fonction de la façon d'avoir vécu cette situation, plus ou moins douloureuse, on va soit répéter, soit pouvoir faire un pas de côté et trouver sa propre voie et s'épanouir sur tous les plans. Mais c'est pas évident, et quand il y a trop d'échecs et trop de répétitions, c'est le moment où peut-être les personnes peuvent se tourner vers des psychothérapeutes ou des psychanalystes et essayer de régler ces questions pour aller vers un mieux-être, on va dire. À l'inverse, pour celles qui ne vivent aucune relation et qui sont sans repère paternel, comment peuvent-elles faire pour se construire ? Sans repère paternel, c'est-à-dire sans... Dès le début, il n'y a pas de père. Alors, il y a toujours quelqu'un qui fait fonction de père. Bon, il y a de nombreuses familles monoparentales maintenant, de nos jours, mais il y a toujours quelqu'un qui va finalement avoir ce rôle de père. Alors, c'est bien sûr préférable si c'est un homme, mais ce qui compte finalement là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait référence ou qu'est-ce qui fait autorité pour la mère. Oui. Vous voyez ? Alors, ça peut être un oncle, un frère, même un ami, un grand-père, effectivement, aussi, vous voyez. C'est-à-dire que, et en même temps, donc c'est la référence de la mère. Et à partir de ce moment-là, la petite fille va trouver cette référence, va entretenir des liens et va avoir des demandes d'amour à peu près équivalentes vis-à-vis de cette personne-là. Et une référence masculine. Merci Didier. Vous restez avec nous en ligne. Nous allons toujours au 3921 Johanna, qui a fini par faire la paix avec ses blessures d'enfance et qui va pouvoir dans quelques instants échanger avec vous, car je crois qu'elle a 2-3 choses à vous demander. Et on a un message sur Twitter, #Europe 1 d'un futur père. Mystère négatif. J'ai appris que j'allais avoir une fille en ouvrant les résultats de la myosynthèse de mon épouse. J'ai été envahie d'une merveilleuse émotion en le découvrant et mon fort attachement s'est scellé ce jour-là. Europe 1. On parle des relations père-fille, une relation souvent complexe. Venez partager avec nous votre expérience. Vous nous appelez le 3921, 50 centimes la minute. Envoyez-nous également vos messages, vos commentaires via le groupe de l'émission créé pour vous sur la page Facebook d'Europe 1. On parle de la relation particulière entre un père et sa fille sur Europe 1 cet après-midi, une relation qui évolue sans cesse à condition qu'elle existe. Venez nous raconter votre expérience de vie au 39 21 50 centimes la minute. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes toujours en ligne avec Didier Leroux, auteur de Père-Fille, une histoire de regard, et Johanna qui a témoigné tout à l'heure de sa relation difficile avec son père. Justement Didier, revenons sur le témoignage de Johanna. Est-ce que le comportement d'un père conditionne en quelque sorte la relation de sa fille aux hommes ?
Oui, tout à fait. Parce que en fait, le père, finalement, c'est le premier homme que la petite fille ou le bébé et la fillette rencontrent. Et en même temps, il va se passer des choses qui est que dans le regard du père, il y aura un regard qui va lui dire tu es formidable, tu es une petite fille formidable, et quand tu seras grande un jour, tu trouveras un amoureux ou une amoureuse, et puis tu feras ta vie et ça ira bien. Alors que si le père n'est pas bienveillant à ce niveau-là, ne reconnaît pas sa fille et ne reconnaît pas sa féminité naissante, très tôt, là, la fille va avoir du mal à se construire et à tisser une relation à peu près convenable, normale avec les hommes. Et là, dans ce que vous évoquiez par rapport à la deuxième auditrice, il y a effectivement, là, il y a cette sorte de trahison du père, mais le père, il a trahi sa femme. Oui. Il n'a pas trahi les enfants, mais en général, les enfants se sentent toujours trahis eux aussi. Eux aussi, c'est-à-dire que un jour, comme si c'était, il les avait quittés eux. Et de fait, c'est vrai que il les quitte aussi, mais le mouvement initial, c'était quitter sa conjointe. Johanna, justement, lorsque vous écoutez Didier, vous êtes aujourd'hui mariée et très amoureuse, très heureuse. Mais justement, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette analyse de Didier? Est-ce que avant vous pensiez cela lorsque vous recherchiez le regard? Est-ce que vous recherchiez le regard de votre père dans les hommes, même violents, que vous avez côtoyés? Mais je pense que oui, mais ça je suis capable de m'en rendre compte que maintenant. Sur le coup, je ne me rendais pas du tout compte. Mais je pense oui que j'ai été attirée par des hommes qui avaient à peu près le même profil que mon père, séducteur, beau, qui était manipulateur, quoi, tout simplement. Et qui ne sont pas obligatoirement les références que vous avez ensuite trouvées chez celui qui occupe votre vie aujourd'hui. Tout à fait, oui, rien à voir. Didier, justement, le témoignage de Johanna n'est pas anodin. Elle a ressenti une forme de trahison qui a eu des conséquences dans le temps, on l'a vu. Selon vous, qu'aurait dû faire son père compte tenu de cette situation ? Tenter de dire les choses, d'expliquer aux enfants directement, à l'auditrice et à ses frères, parce que donc les frères ont l'air d'avoir aussi eu quelques dommages psychologiques aussi, et expliquer la situation, c'est dire un petit peu ce qui s'est passé pour lui, alors reconnaître effectivement ses fautes, en tout cas, ses comportements là, qui étaient vraiment assez ignobles, mais surtout renouer une relation directe avec ses propres enfants pour essayer de tisser quelque chose qui puisse être convenable pour tous, qui puisse convenir à tous et qui puisse permettre aux enfants de pouvoir s'épanouir à nouveau et d'éviter ce que votre auditrice décrit très bien, c'est-à-dire la répétition de comportements amoureux avec les hommes sur le même modèle de cette relation très insatisfaisante avec le père. Johanna, justement, si vous aviez eu cette explication, en fait, qu'est-ce qui vous a amené d'ailleurs à vouloir avoir cette explication ? Je sais pas, c'était juste pour voir si moi j'étais capable de bien m'analyser maintenant que je suis adulte, que je suis maman, que je suis mariée, que je suis plus posée, voir si ma vision de ma vie et mon analyse avec seulement ce que je sais et ce que je ne sais pas et que je ne saurais jamais, voir si c'était juste ou pas, si j'étais capable de bien me juger, de bien essayer de comprendre ma propre histoire, parce que je pense que c'est important. Et selon vous, si vous aviez eu cette explication il y a quelques années en arrière, elle vous aurait vraiment apporté quelque chose, ou finalement aujourd'hui, avec des années de recul, mariée, avec des enfants, tout ça n'est pas plus apaisant, et est-ce que vous ne vous sentez pas plus forte pour avoir digéré tout ça ? Oui, bien sûr, je me sens plus forte, mais c'est vrai que j'aurais aimé au moins avoir les explications de sa bouche, de ce qui s'est passé, de ce que lui a ressenti, de ce que lui a fait. J'aurais pu comprendre certaines choses si on me les avait expliquées, et pas si j'étais restée sur des choses qu'on m'a dites. Et je sais que ça s'est passé, ça c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute. Mais j'aurais aimé juste qu'il me donne son avis à lui pour que j'essaye peut-être de me dire je comprends si lui pensait ça ou était pas bien dans sa vie par rapport à ça. Il a mal fait, mais avoir au moins son explication à lui. Ça, je sais que je l'aurai jamais. Merci Johanna pour votre appel et votre témoignage. Didier, vous restez avec nous en ligne. Nous allons accueillir dans quelques instants David qui, lui, est père de 2 filles. Et on a un peu tout mané sur Facebook qui nous écrit: mon père et moi, ça a été très compliqué, je l'ai longtemps rejeté jusqu'au jour où j'ai compris qu'on avait un contrat moral tous les deux. Je le considère maintenant comme mon plus grand protecteur, j'ai fini par comprendre qu'il ne voulait que mon bien.
Europe 1. Un père autoritaire, absent, au contraire attentionné. Quelle relation entretenez-vous avec votre père, avec votre fille? Venez témoigner à l'antenne d'Europe 1, 39 21 sur Twitter, #Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler. Nous discutons avec vous des relations père-fille. Comment nous construisent-elles? Et puis ce sujet m'intéresse bien évidemment, en même temps qu'il m'inquiète un peu, puisque je suis moi-même papa d'une petite, d'une ado de 14 ans, donc j'apprends plein de choses, et puis j'en apprends surtout sur ce qui risque de m'arriver dans quelques temps. Nous sommes avec un père justement de filles, 2 en plus au 39 21. Bonjour David. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous et quel âge ont vos filles? Alors moi je vais avoir 36 ans si je compte bien, et j'ai 2 petites filles, donc l'une de 7 ans et l'autre qui va en avoir 6. D'accord. Alors vous avez vous-même grandi sans père et Oui. vous avez eu peur de le devenir, et expliquez-moi pourquoi. Alors en fait j'ai surtout eu peur quand il a été question d'avoir des enfants. Bizarrement j'ai eu peur d'avoir un garçon. Ah oui? Sûrement parce que n'ayant pas le repère masculin, ou en tout cas pas le bon, je me suis dit je saurais pas faire. Donc j'ai prié très fort pour avoir des filles, et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui vous est arrivé, et donc pourquoi en fait être sûr que vous alliez bien faire avec des filles et pas avec un garçon? Je sais pas, c'est le côté, c'est un côté inconscient un peu, quand on a grandi sans le véritable repère masculin, et je vais peut-être rentrer dans les clichés, mais vous savez, ce papa qui va vous apprendre à bricoler, qui va jouer au foot avec vous, qui va faire des trucs entre guillemets de garçon. Moi je l'ai pas eu, et j'ai donc été élevé par ma maman avec 2 petites sœurs dans un univers de filles. Oui. Et finalement c'était ce que je connaissais, et j'avais l'impression. Et finalement pas d'angoisse. Et finalement pas les angoisses nécessaires quand on va devenir papa. Oui. Mais pas d'angoisse, en tout cas je vais devoir représenter l'homme, le masculin, etc. Et ça, c'était une vraie angoisse pour moi. Est-ce que vous vous rappelez de l'échographie? Je suppose que vous vous souvenez de votre première échographie. Oui, très bien. Oui. Qu'est-ce qui vous est venu en tête dès que vous avez su que vous alliez avoir une fille? Quelle a été votre première pensée? Alors déjà, j'étais heureux d'avoir un enfant qui allait être en bonne santé sur les premières échographies, et puis ensuite quand on m'a dit que c'était une fille, je dois avouer que j'ai eu un petit ouf de soulagement. Alors attention, je pense pas que je me serais braqué si c'était un garçon, je pense pas que j'aurais été dans le rejet ou ce genre de choses, mais je me serais mis beaucoup plus la pression en fait. Alors que moi, en fait, et là je vais me retourner vers vous Didier, la première pensée qui m'est venue lorsque à l'échographie j'ai appris que j'allais avoir une fille, ça a été tout de suite je l'ai imaginé à 14 ans, et tout de suite les garçons, et tout de suite et finalement le médecin qui a fait cette échographie m'a dit que on était 70 voire 80% des pères à réagir comme ça. Est-ce que vous me confirmez cela? Oui, alors j'ai pas de pourcentage à vous donner particulièrement, mais pourquoi surtout? Expliquez-moi pourquoi. Mais parce que c'est d'abord parce que là on parlait du côté fille, maintenant on verse côté père, effectivement, et les pères effectivement vont aimer d'un amour filial très intense leurs enfants, garçons comme filles, et là en l'occurrence pour les filles, il se trouve que c'est donc quelqu'un du sexe opposé, mais qu'on va aimer d'un amour filial, c'est-à-dire d'une filia comme disaient les Grecs, mais qui est différent du rapport amoureux avec les femmes ou avec les filles. C'est-à-dire que ça a une distinction énorme et que ça inquiète un peu les pères, alors avec différentes configuration, c'est-à-dire qu'il y a des pères qui sont contents de voir leur petite fille qui commence à devenir une jeune fille, s'épanouir, devenir belle, etc. Et d'autres qui s'inquiètent en se disant « Mon Dieu, les garçons vont lui faire du mal, c'est ma petite fille chérie, il faut que je la protège, etc. » Jusqu'à certains excès même de l'empêcher de sortir tous azimuts, etc. Donc il y a beaucoup de configurations, mais je crois que c'est difficile effectivement parce que pour les pères, à la fois, on entendait bien votre auditeur qui disait, mais un garçon, à la limite, bon, voilà, on joue au foot, on fait des jeux de garçons, et comme on sait ce que c'est plus facile. Avec les filles, il y a tout un apprentissage, toute une espèce de nouvelle
découvertes à faire, toute une série de découvertes à faire avec la fille pour essayer de trouver des points communs, des jeux, des moyens de s'entendre ensemble, d'être bien ensemble. Il est certain que lorsqu'on est un père, donc on est un garçon et qu'on a plus de références sur ce que c'est que la vie d'un garçon. David, je me retourne à nouveau vers vous. Quel père êtes-vous aujourd'hui avec vos deux filles? Je suis un papa. J'ai posé la question à ma fille juste avant de vous avoir au téléphone et elle m'a dit que j'étais un papa rigolo parce que voilà, j'essaye d'énormément jouer avec mes enfants. J'essaie d'être très présent dans tous les domaines de leur vie. Comme le disait le monsieur qui est avec vous aussi au téléphone. Moi, je suis plutôt de ces papas qui vont écouter quand elle me dit j'ai un amoureux à l'école. Je trouve toujours ça génial pour elle. Je veux pas être ce papa qui va dire oh non, tu vas voir les garçons, etc. Attention. Je veux pas les voir, attention, etc. Je veux qu'elle soit épanouie, je veux être complice et surtout j'ai essayé d'instaurer un énorme climat de confiance avec mes enfants pour qu'on puisse se parler de tout. Mais si je peux faire ça, c'est aussi parce que leur maman me laisse la possibilité d'être un père avec mes filles. Et ça, c'est hyper important aussi dans la relation que je peux avoir avec mes filles, d'avoir ce côté où j'ai une place, c'est pas une histoire de filles entre elles, on se dit des trucs de filles malgré leur jeune âge, on fait un ensemble, quoi. On vit vraiment dans une famille et dont je fais partie. Une construction en tout cas qui est bien partie, en tout cas sur des bases de une relation amie, de complicité et on le rappelle, puisqu'on a entendu plusieurs de nos auditrices, c'est très important dès le début de construire une relation solide avec son enfant et bien évidemment entre filles-pères. Merci beaucoup David pour votre témoignage au 3921. Nous allons ensuite accueillir Fanny qui elle est une vraie fille à papa et l'assume complètement. Et il y a le témoignage douloureux d'Ève sur Facebook qui nous dit « J'ai enfin coupé les ponts il y a 5 ans avec ce malade pervers, probablement narcissique, qui a finalement saccagé ma vie par ses silences. Et quand il lui arrivait de parler, par ses brimades, ses moqueries, je ne peux même pas légalement abandonner son nom qui me lie à lui. » Europe 1. Pas simple la relation père-fille. Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler. Nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Cet après-midi, nous parlons des relations père-fille sur Europe 1. On continue de discuter avec vous au 3921. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook. J'ai demandé à la Lune et à l'occasion de la sortie prochaine du film First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, vous découvrez dès aujourd'hui la nouvelle série inédite d'Europe 1, 3h56, le premier homme sur la Lune. Vous entendrez des personnalités de Philippe Stark à Marc Lévy. Ils racontent leurs souvenirs du 21 juillet 1969, le jour où un homme a posé pour la première fois le pied sur la Lune. Les 2 premiers épisodes sont disponibles en podcast sur le site et l'application Europe 1, Apple Podcast et les plateformes habituelles de réécoute. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi des relations père-fille. Pour conclure cette émission, nous avons Fanny. Bonjour Fanny, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez de loin, je crois, Fanny. Tout à fait, c'est le matin pour moi, je suis à Montréal, au Québec. Vous êtes à Montréal. Quelle heure est-il chez vous ? Il est 9h40. 9h40. Donc, quel âge avez-vous ? J'ai 30 ans. 30 ans. Alors vous, Fanny, vous avez vous êtes arrivée quand votre papa, avait 43 ans, alors qu'il sortait d'une période très difficile. Racontez-moi ça. Oui, exact. Donc, c'est le genre d'histoire qu'on apprend seulement plus tard dans la vie. Mais oui, en fait, mon père a eu une enfance difficile. Son père est décédé alors qu'il avait 2 ans. Il a dû aider sa mère à la maison, au travail. Donc, il a lâché l'école à l'âge de 12-13 ans. Il aidait tous les jours. Et du coup, il est tombé dans... il faisait la fête avec les potes tous les soirs. Il travaillait un peu, mais il se promenait dans les jazz bars. Il se
il faisait la vie avec l'alcool, la drogue, ce genre de choses. Il brûlait vraiment la chandelle par les deux bouts, un peu perdu. Il a eu un divorce difficile jusqu'à ce qu'il rencontre ma mère. Et dans l'année, j'ai été un petit plus sur un test de grossesse. Vous êtes devenu un soutien très important pour lui. Absolument. En fait, dès le moment où mon père est devenu père, le moment où il a vu le plus sur le test, il a tout arrêté. Il s'est dit, oh non, parfait, j'ai un enfant, je dois être là. Il a lâché tout d'un coup, la drogue, l'alcool, il a tout lâché. Et on a toujours été très près. Et quand il a eu d'autres difficultés, quand il a rencontré des périodes de grande dépression, c'est moi qui étais à ses côtés, j'ai été vraiment son ancre, c'était la façon de le garder dans la réalité. Il a commencé à vivre le jour où il est devenu père et je m'assure qu'il se souvienne pourquoi il est ici. C'est pour moi et moi pour lui. Et justement, comment décririez-vous la place que vous avez auprès de votre père aujourd'hui dans votre vie? Vous êtes sa fille, bien évidemment, mais vous êtes sa meilleure amie. Comment vous définiriez la place que vous avez? Absolument. Je pense que je suis vraiment une bouée de sauvetage, un ancrage. Mon père, étant un homme né en 1945, n'est pas quelqu'un qui peut parler comme la plupart des hommes de son âge. Parler des sentiments, c'est difficile. Je suis la personne à qui il peut tenir la main. On s'assoit en silence et je le tiens. Et ça a toujours été ça et ça l'est encore. Je pense que avec moi, sans parole, mais juste avec les gestes, il peut s'ancrer et se souvenir de sa raison et pourquoi il est là. Et je pense que je suis là et lui pour moi pour se faire sentir qu'on est des bonnes personnes, un reflet vraiment positif. Qu'est-ce que j'aime de votre accent québécois? C'est ce qu'on était en train de dire avec Omblin. Je vous écouterai sans fin. Fanny, est-ce que vous cherchez aussi, alors dans vos rapports, puisque vous vous êtes construit à côté de ce père, comme il était, est-ce que vous cherchez aussi à aider vos compagnons de la même manière que vous aidez votre père? Absolument. Je crois qu'autant a été difficile la période de dépression de mon père, autant ça m'a beaucoup donné une sensibilité par rapport à ça. Donc, quand j'ai eu des conjoints, comme mon conjoint présentement a une période qui est plus difficile au niveau de l'emploi, au niveau de ses émotions, tout ça, je crois que ça me manque et ça me fait dire non, je ne vais pas partir. Je sais que les gens, autant dans le noir, aussi sombres peuvent-ils être, si quelqu'un est à leur côté, on peut s'en sortir. Et donc, ça m'a donné une grande force et je crois que c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans mes relations, pouvoir aider l'autre personne et avoir ce reflet également, comme mon père l'a été pour moi. Et il paraît que vous adorez que l'on dise que vous êtes bien la fille de votre père. Pourquoi ça? C'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Mon père, qui est un homme incroyable, il fait rire. Mes amis venaient à la maison manger pour le souper, pour entendre mon père dire des bêtises à la table. Je veux être cette personne. C'est un compliment pour moi de faire dire que je lui ressemble. C'est un homme extraordinaire. Donc on peut dire que le cordon ne sera jamais coupé, que l'un et l'autre, vous vous accompagnerez jusqu'au bout, hein. Absolument. On se croise par hasard sans arrêt dans la rue et on se dit, et évidemment, c'est notre lien, nous voici. Écoutez, mille merci de nous écouter là-bas, au Québec, Fanny, et mille merci pour votre témoignage. Vous saluerez votre père pour nous. Merci aussi à Émilie, Johanna, Didier et David de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission déjà. Grâce à votre témoignage, il en ressort que cette relation père-fille est complexe, voire particulière, on l'a vu. La relation au père façonne la vie des filles, mais pas uniquement pendant l'enfance, mais aussi tout le long de la vie adulte. Il faut en avoir conscience, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fatalité, que certaines blessures peuvent guérir avec le temps, avec les bons mots et avec les bonnes personnes surtout. Vous pouvez continuer bien évidemment à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.